Let's get ready to rumble! Voilà l'entrée triomphale. L'entrée triomphale, un peu perturbée. Salut à tous et bienvenue. Dans le QG du Noblard. Ils sont là, comme les Power Rangers. Aujourd'hui, mon petit Vincent, petite histoire de boxeur ou... Petite histoire d'un boxeur d'actualité. On va revenir sur le cas de John Riel Casimero. Donc Casimero, le Quadro Alas Casimero, le frappeur philippin un peu fou. Un petit peu le Joker des poids supercoques avec ses cheveux blonds, son côté fou c'est ça. sur le ring. Voilà. Donc un personnage qui n'est pas forcément hyper apprécié, j'ai remarqué, parce que forcément un trash talker, c'est un petit peu le méchant, on va dire, mais qui a un parcours plutôt intéressant et on va voir que ça n'a pas été un parcours facile, ce qui force quand même le respect, comme on va en parler. Donc Casimero, philippin, qui vient un petit peu des bas-fonds des Philippines et qui, comme beaucoup de Philippins, se tourne vers la boxe parce que les Philippines, c'est une grande nation de boxe qui a fourni beaucoup de champions. Évidemment, il n'y a pas Kiro, mais il y en a plein et ce depuis des années. Et donc il débute chez les poids mouches en pro. Donc style assez rugueux, assez basique, comme on a pu le voir, c'est-à-dire des parpaings dans chaque main et bagarreur, quoi. C'est complètement le style de Casimero, quoi. Ouais, c'est ça. Donc très excité à voir. Donc rapidement, il devient champion national des poids mouches dans son pays. Après ça, il perd du poids, il s'affûte, il va en mi-mouche où il prend le titre WBO d'Asie-Pacifique. Et donc ça lui donne plus ou moins un bon classement dans la WBO. Et en fait, il va combattre pour le titre de champion du monde WBO par intérim, donc pas le vrai titre mondial, contre César Canchilla, un Colombien, et c'est un combat qui se fait au Nicaragua, donc loin de chez lui. Combat âpre où il va s'imposer par KO à la 11e reprise. Donc du coup, il devient champion par intérim. Et première défense de titre qui se fait au Mexique face à un Mexicain, Ramon Garcia. Là, il s'incline à la décision partagée, controversée. Beaucoup diront que voilà, Ramon Garcia, il a eu peut-être un petit arbitrage maison. Ouais. Donc ensuite, montée de KT, il décide de revenir en mouche et il défie le champion IBF Moruti Mtalan, le sud-africain. Donc c'est un peu une opportunité qui s'est présentée à lui un petit peu au dernier moment. En fait, je pense qu'il a visualisé ce qu'avait fait son idole Pacquiao il y a des années face à Lelo Ledouaba, qui était aussi champion IBF et qui était aussi sud-africain, où Pacquiao avait accepté au dernier moment et ça avait payé puisqu'il avait gagné. Bon, lui, le scénario se passera différemment, ça se fait en Afrique du Sud et il va se faire complètement surclassé par Mtalan qui va le détruire en 5 rounds. Donc coup dur pour Casimero. Mais en fait, on n'était pas réglé. Si, c'est bon. On coupera. On coupera au montage. Voilà. C'est pas grave. Et donc, je disais Moruti Mtalan, donc qui s'impose par KO technique 5e reprise. Mais pour Casimero, on va dire que c'est un peu entre guillemets une aubaine aussi parce qu'il entretient à partir de là de bonnes relations avec l'IBF. Et en fait, il va redescendre dans sa catégorie des mi-mouches. Et là, en fait, l'IBF va lui donner la chance pour un titre, là encore, de champion par intérim IBF, qui est détenu par Luis Alberto Lazarte, argentin, qui a déjà été champion régulier, qui est un des meilleurs de la KT. Et le combat se fait en Argentine. Et là, il va falloir en parler parce que ce combat, ça réunit un petit peu tout ce qu'il y a de pire dans la boxe, tout ce qu'il y a de plus sale. Alors en fait, il faut savoir que l'officiel qui était chargé de l'arbitrage, Eddie Claudio, il avait déjà été averti parce qu'on savait que Lazarte, c'est un boxeur sale. Et en fait, Lazarte, avant d'être boxeur, il avait été en fait balayeur de rue et il était lié en fait à un syndicat des bois argentin qui est très controversé, auquel on reproche un petit peu d'avoir des méthodes de voyous et qui encadrait un petit peu, si tu veux, les événements des combats de Lazarte. Souvent, on les voit avec des gilets de couleur. Ouais. Et on avait dit en gros à l'arbitre, fais gaffe, ça sent le soufre un peu. Quoi. Ça pue, ouais, comme on dit. Voilà, exactement. Et donc, combat commence et Lazarte, d'entrée de jeu, Fidèle à lui-même, accrochage, coup derrière la tête, répété, tête en avant, vraiment, mais on le voit, il fonce, tête baissée, donc Casimero qui prend des coups de tête, qui se plaint à l'arbitre Eddie Claudio, et Eddie Claudio, mais il n'intervient pas, et on a l'impression qu'il est quand même un petit peu intimidé, effectivement, par tout ce qu'il y a autour, parce que les mecs du syndicat, ils sont tout autour, et il ne fait pas grand-chose. Casimero, 4e, il pète un peu les plombs, donc dans un accrochage, il envoie Lazarte au tapis, alors il cherche à s'accrocher à lui, puis Casimero, il le décale un peu d'un coup de pied. Alors là, Eddie Claudio, il intervient, il enlève un point à Casimero. 5e round, Lazarte tente de cueillir Casimero avec un gros crochet droit. Casimero parvient à l'éviter avec un retrait du buste, mais dans son mouvement, il tombe en arrière. Et l'arbitre va compter ça comme un knockdown, alors qu'on voit nettement que le coup ne touche pas, quoi, que c'est une perte d'équilibre, il trébuche. Ensuite, au 6e, Lazarte qui n'arrête pas vraiment, coup derrière la tête, à tel point que là, Eddie Claudio, il est obligé d'intervenir et de lui retirer un point parce que ça n'arrête pas. Et en fait, le combat vraiment dégénère, c'est-à-dire que Lazarte va même mordre Casimero sur une épaule,
Au 8e, Casimiro, du coup, ça part dans tous les sens, c'est-à-dire ça s'accroche, ça se bouscule. Casimiro se met lui aussi à frapper derrière la tête et va perdre un point de pénalité. Après ça, Lazarte va le remordre, cette fois-ci un petit peu au niveau du cou. Donc c'est vraiment, ça part dans tous les sens. Et au 9e, Casimiro parvient en fait à choper Lazarte avec un gros coup. Et là, il va l'envoyer au tapis. Puis alors là, il ne va plus laisser aucun répit, il va le renvoyer au tapis. Et au 10e, Lazarte n'a pas récupéré et Casimiro va le stopper dans ce round. Donc arrêt de l'arbitre Eddie Claudio. Et donc, grosse victoire de Casimiro envers et contre tous, en fait, j'ai envie de dire. Difficile, mais ouais. il ne va pas en profiter puisque très rapidement, il y a des jets de bouteilles qui arrivent sur la ring, des jets de chaises. Les membres du syndicat montent sur le ring, ainsi que l'équipe de Lazarte s'en prennent au clan Casimiro. Il y a un mec de l'équipe Casimiro qui va se faire littéralement tabasser. Il y a la sécurité, enfin la police pour le coup, qui en fait tente de les faire évacuer, mais dans ce cas où en fait ils vont les cacher pendant un moment sous le ring, carrément, l'équipe de Casimiro et tout. D'accord. Et en fait, ils vont au bout d'un moment arriver à les faire sortir, mais voilà, ils vont sortir sous les coups de la foule et tout. Ouais. Donc ça a déclenché un gros incident diplomatique quand même entre les Philippines et l'Argentine, c'est-à-dire qu'il va y avoir la délégation des Philippines qui va quand même protester. Et en fait, alors Lazarte sera radié aussi après ça parce que il y a carrément un micro qui capte juste après la décision de l'arbitre de l'arrêter où il dit en gros l'arbitre tu quitteras pas ce ring vivant quoi. Donc c'était vraiment voilà, on voit dans quelle ambiance on était. C'est la bonne ambiance. Donc, nous on se le dit de temps en temps en sparring, mais bon il n'y a pas d'animosité. Il n'y a pas l'animosité. Ça, tu le sais quand même. Et toujours repartir relativement en bonne santé. Voilà, ça va. Donc du coup, ça met quand même le truc. Donc Casimiro qui quand même allait arracher cette ceinture. Alors certes, c'est pas un vrai titre de champion, c'est champion par intérim, mais il fallait aller l'arracher dans ce contexte-là. Ouais. Alors en plus, le pauvre, il rentre chez lui aux Philippines, il accueille un héros, mais il apprend le décès de son frère. Donc bon, ça a été un petit peu moins difficile. Mais ce titre, il va le défendre, notamment contre le très bon Pedro Guevara qui était invaincu à l'époque, qui l'envoie au tapis au premier, et après Guevara va bien revenir et ça va être un combat serré où il va s'imposer à la décision. Il défendra son titre 2 fois de plus, et en fait la 4e défense, il va perdre le titre sur la balance, c'est-à-dire que contre Mauricio Fuentes, il rate la pesée, donc le titre n'est en jeu que pour Fuentes, et bon, ça ne va pas changer grand-chose puisque Casimiro va s'imposer par KO à la première reprise. De là, suite à ces logiques, il remonte à Mouche du coup, donc il bat Armando Santos en 2 rounds et grâce à l'IBF, encore une fois, il va obtenir rapidement une chance mondiale, mais cette fois-ci une vraie chance pour le titre régulier, le champion IBF, le Thaïlandais Amnat Ruenroeng. Et ce Thaïlandais, en fait, qui était invaincu, qui était notamment célèbre parce qu'il avait détrôné Kazuto Yuka, le grand Kazuto Yuka, il avait infligé sa première défaite au Japon, il avait battu McWilliams Arroyo. Mais c'était un gars qui avait une mauvaise réputation parce que c'est un gars dont les fondamentaux sont plus proches du judoka que celui du boxeur, c'est-à-dire que ça accroche sans arrêt et tout. Et là, le combat allait avoir lieu en fait en Thaïlande, donc sur les terres du champion, donc on se doutait qu'il n'allait pas se priver. Et effectivement, donc, le combat arrive et donc d'entrée de jeu, c'est assez catastrophique. Amnat Ruenroeng qui vient accrocher Casimiro sans cesse. Au 2e, déjà, Casimiro, il se frustre et il se fait du coup cueillir par une droite qu'il envoie au tapis. Mais au 3e, il revient bien. C'est lui qui arrive à prendre en compte son adversaire et à l'envoyer au tapis sur un crochet du gauche. Mais l'arbitre, bizarrement, va dire non, il a glissé, il n'y a pas de problème. Donc c'est assez particulier. Je crois que c'est le facteur. Vas-y. On revient tout de suite. On coupe. Du coup, donc l'arbitre qui effectivement ne comptabilise pas cela comme un knockdown. Alors à partir de là, Amnat Ruenroeng il sent le danger et donc du coup il se met d'autant plus à accrocher. Et alors là ça va être des clés de bras, ça va être des takedowns, tout ce que tu veux. Mais c'est impressionnant. Hein. Je peux pas vous conseiller de voir ce combat parce qu'il est horrible à voir, mais c'est fou de te dire mais comment en fait c'est possible quoi. Même Klitschko à côté c'est rien quoi. Il n'arrête pas, il le jette au sol et tout. Au 7e, Casimiro trébuche, on compte un knockdown, donc voilà, il y a vraiment tout contre lui. C'est pas son coup d'essai. Voilà, au bout d'un moment, en fait, il y a tellement, Ruenroeng le jette tellement au sol que l'arbitre, pareil, au bout d'un moment, il va dire bon, n'abuse pas non plus. Puis au 11e, il va finir par y enlever un point. Mais ça va aller à la limite et c'est Amnat Ruenroeng qui va conserver son titre dans un des combats les plus moches qu'on ait vu sans aucun doute. Mais c'est peut-être la goutte qui fait déborder le vase et puis comme l'IBF est assez bien avec Casimiro, ils vont ordonner à Amnat Ruenroeng de lui donner une revanche. Ils vont dire voilà, ce qu'on a vu là, c'est pas tolérable. Et cette revanche devra avoir lieu dans un terrain neutre. Et ça va se faire en Chine. C'était à l'époque où les Chinois cherchaient un petit peu à draguer le marché de la boxe. Et là, effectivement, Casimiro, on va voir aussi intelligemment, n'a pas
que compter sur le fait que ce ne soit pas en Thaïlande. On voit qu'il a un game plan, c'est-à-dire que cette fois-ci, malgré son côté bagarreur où il aime rester au contact, il va faire beaucoup plus du in and out. C'est je rentre, je fais mes séries, je sors. Pour ne pas laisser en fait à Amnat Ruenroeng la possibilité d'accrocher. Et ça marche et très rapidement, Ruenroeng il est un petit peu obligé de boxer, puis ça va le frustrer un peu. Et il va se lancer un peu. Au quatrième, Casimero l'attrape avec un crochet gauche. Et là, bam, il tombe, il se relève, on voit qu'il est sonné. Et alors Casimero, il se jette comme un fou dessus. Il se dit ce coup-ci. Et alors Ruenroeng se défend pas mal, mais il le chope avec un coup au corps. Et là, il tombe le Thaïlandais. Alors tu as Casimero qui le regarde, qui lui tire la langue. Tu sais qu'il s'est dit ça y est. Je t'ai eu. Je pense que tous les boxeurs qui avaient perdu face à Ruenroeng par le passé ont dit ça y est, ça y est. Merci. Merci, il l'a eu, quoi. Et donc, il est devenu champion du monde IBF des poids mouches. Donc là encore, mine de rien, c'est un joli succès face à ce type d'adversaire-là, qui avait quand même battu Kazuto Yoka, on le rappelle, donc c'est vraiment pas mal. Et on voit qu'en fait, il sort grandi un petit peu de cette expérience Casimero, parce qu'en fin d'année, c'était un sous-carte de Golovkin contre Kell Brook. Moi, c'est là où je l'ai découvert, Casimero. Il affronte Charlie Edwards, qui est un très bon boxeur, en poids mouche. Et il va, là encore, tu vois que c'est du in and out, c'est de bons déplacements. Ça conserve un style bagarreur, mais en étant quand même plus sur des déplacements et tout. Et il finit par le battre par KO au 10e round. Et après ça, il va monter de catégorie, Casimero, en poids coq. Donc il refait juste un combat en super mouche contre Jonas Sultan, un Philippin qui a le même style que lui d'ailleurs, où là il va s'incliner au point. Mais après, sinon, en coq, il se met à enchaîner les victoires par KO assez vite. Et il arrive à une période où chez les poids coqs, ça va être 2018, où va commencer la super cérémonielle des poids coqs. C'est ce qui permettra à Naoya Inoue d'exploser dans cette catégorie, d'aller chercher 2 ceintures, la finale face à Nonito Donaire dont on se souvient tous. Et lui, pendant ce temps-là, Casimero, en fait, encore, il va se diriger vers des titres de champion par intérim, notamment la WBO. Il va battre le Mexicain Ricardo Franco, très gros combat où il va arriver à le stopper. Il y aura après un autre Mexicain qui s'appelait, j'ai oublié son nom, mais en tout cas, voilà, pareil, gros combat, Ramirez c'était, je crois, César Ramirez. Très gros combat, où face à un boxeur très très dur, mais où il finit par s'imposer avant la limite. Et donc Casimero, en fait, il devient challenger obligatoire pour le titre régulier de la WBO, qui à l'époque est détenu par Zolani Tete, le Sud-Africain. Et Zolani Tete, c'est un boxeur qui avait participé à cette fameuse série mondiale en poids coq, mais qui avait dû se retirer pour blessure, alors que les gens, en fait, l'imaginaient déjà en finale contre Naoya Inoue. On disait ça sera la finale parce que Tete c'était un phénomène. Il était devenu champion du monde dans cette catégorie en battant son adversaire en 5 secondes. C'est le record. Donc c'était vraiment quelque chose. Et en fait, tout le monde disait bon, mais maintenant on veut Tete Inoue. Sauf que la WBO a dit à Zolani Tete d'abord, tu dois défendre ton titre contre Casimero. Et tout le monde a été à mode de dire bon, allez, règle le cas Casimero et après on se projette déjà sur Inoue. Combat qui a lieu en Angleterre et Casimero va totalement venir gâcher la fête. Il y a 2 premiers rounds où ils sont plus dans l'observation, c'est-à-dire que les deux n'arrivent pas à se connecter vraiment. Casimero, il cherche souvent, en fait, il avance avec le jab et il cherche à rentrer son gros bras arrière. Et Tete, qui est en position de gaucher filichel, souvent se baisse pour l'éviter, ça passe au-dessus. Puis au bout d'un moment, Casimero, il repère ça. Et après l'avoir acclimaté à cet enchaînement, 2 jabs, et au moment où je vais lancer le bras arrière que tu vas te baisser, ça va venir par en dessous. Ça manque pas, bam. Tete qui s'effondre, qui se relève complètement sonné. Casimero se jette sur lui, le renvoie au tapis. Il se relève et puis Casimero se jette encore sur lui. Et là, c'est l'arbitre qui intervient pour arrêter le massacre. Donc Casimero qui devient champion du monde WBO des poids coqs, donc c'est une 3e catégorie de poids, mine de rien, et qui parvient en fait à prendre ce titre et à faire vraiment une victoire impressionnante et qui fait beaucoup parler à l'époque. Et c'est là où, en termes de popularité, il explose, notamment dans ce pays, les Philippines, ça devient une star. Tu as des chansons sur lui, tu as des groupes de rap qui ont fait des trucs sur lui. C'est vraiment quadro alas Casimero. C'est là où tu le vois avec ses cheveux blonds. Là, il commence à peaufiner son look et ça devient un phénomène. Et à ce moment-là, on se dit, finalement, Casimero Inoue, 2 punchers, 2 gars qui cognent, et en plus Philippines-Japon, c'est un petit peu la rivalité que tu as dans ces pays asiatiques en boxe. Ça va être fabuleux. Casimero qui dans l'entrée de jeu commence le trash talk sur Inoue et tout ça, et officiellement le combat est annoncé. On va avoir Naoya Inoue contre Jonel Casimero au Mandalay Bay, donc à Las Vegas. C'est quand même incroyable. Tête d'affiche à Las Vegas, c'était le moment où Inoue explosait, et c'est prévu pour mai 2020, sauf que à ce moment-là, vous vous en souvenez, bim, pandémie mondiale, finish, annulé, et ça fout tout en l'air, donc c'est assez frustrant. Donc on s'était dit, bon, ils vont s'arranger, refaire ça plus tard dans l'année, mais il va y avoir des négociations, ils n'ont pas trop intérêt d'entente, et au final, ça ne se fera pas d'ici la fin de l'année. Alors,
Casimero, lui, va revenir contre l'invaincu Duke Mika, que connaissait très bien Fred Julan, d'ailleurs, qui en avait parlé. C'était un très bon boxeur, Duke Mika. Et Casimero va lui rouler dessus, littéralement. Et c'est là qu'en fait, c'est assez particulier parce que Casimero, tu vois un peu ses défauts. C'est vraiment le style bagarre. Il prend des coups défensivement et tout. Il s'expose beaucoup. Mais par contre, ses qualités physiques font qu'il encaisse, il est endurant. Et il a tellement de puissance qu'il paraît difficile à stopper, quoi. Et en fait, à ce moment-là, chez les poids coqs, donc c'était encore la belle époque, il y a Nonito Donaire qui va battre notamment Nordin Oubaali pour le titre WBC, il y a Guillermo Rigondeaux qui vient dans la catégorie, et il y avait évidemment Inoue. Et en fait, avec Casimero, ça formait un petit peu un quatuor où on disait il va falloir faire les affrontements. Et très rapidement, on va nous parler de Casimero contre Rigondeaux. Après coup, on va dire non, finalement, ça sera Casimero contre Donaire, mais ils ne vont pas s'entendre et ça va redevenir Casimero contre Rigondeaux. Un combat que moi j'attendais comme pas possible, je m'en souviens très très bien, parce qu'opposition de style parfaite entre le styliste cubain et le bagarreur, et qui va être un désastre, c'est-à-dire un combat, un des combats les plus soporifiques que j'ai jamais vus. C'est-à-dire un Rigondeaux qui, en se déplaçant constamment, fait que Casimero n'arrive jamais à le cadrer, et d'un côté un Rigondeaux qui ne tente rien. Ouais. Donc ça devient très vite ennuyeux. Effectivement, Casimero va s'imposer au point sur décision partagée. Certains ont estimé que c'était un vol parce qu'il a beaucoup été mis dans le vent, mais d'un côté, moi, comme je dis souvent sur ce combat, c'est Rigondeaux qui l'a un peu perdu tout seul comme un grand parce que derrière, il a absolument rien proposé. Donc, quand tu as un mec actif et un autre qui fait que tourner sans envoyer de coups. Ça rejoint le fameux débat Bivol-Beterbiev. Ouais, là, c'était vraiment d'un autre niveau parce qu'autant Bivol, il tente beaucoup de choses, autant là, Rigondeaux a fait aller voir, c'est catastrophique, il n'y a rien, quoi. Et en même temps, pour Casimero, c'est pareil, on se dit, il gagne, mais est-ce que ce mec-là, véritablement, il est du calibre des Donaire et des Inoue? À ce moment-là, il y a vraiment des grosses interrogations là-dessus. Et en fait, il devait prendre à la fin de l'année Paul Butler, qui était son challenger obligatoire. Ça devait se faire au Qatar, mais gros problème de santé, Casimero se retrouve hospitalisé. Finalement, le combat est reporté l'année suivante et doit se faire du coup en Angleterre, sur le terrain de Paul Butler. Donc là, tout semble bien aller, sauf que dans la semaine avant le combat, on apprend que Casimero se fait disqualifier par la British Boxing Board, donc la fédération britannique de boxe, parce qu'en fait, il est allé au sauna pour perdre du poids et qu'en fait, cette fédération interdit qu'on aille apparemment au sauna à la semaine du combat. Alors c'est assez particulier parce que quand ça va sortir cette histoire, il y a plein de boxeurs anglais qui vont dire merci de nous l'avoir dit parce qu'on n'était pas du tout au courant, on n'a jamais entendu parler de ça. Donc là encore, on se demande s'il ne s'est pas fait un peu douiller Casimero. C'est parce que c'est Jonas Sultan du coup qui viendra le remplacer au dernier moment, qui n'arrive pas préparé, donc Butler s'imposera assez facilement au point. Donc on se dit, est-ce qu'on n'y a pas mis un peu à l'envers? C'est ça. C'est voilà, tout ça. Ça paraît gros. Ouais. Ça paraît un peu gros. Et puis derrière ça, Paul Butler, détenteur qui va prendre donc la ceinture WBO parce qu'en fait, elle va y être donnée. Et derrière, on va avoir Butler Inoue pour l'unification totale. Donc tu peux te dire, là encore, on passe à ça, du Casimero contre Inoue. Et puis après, Inoue qui annonce qu'il monte de catégorie. Casimero, qu'est-ce qu'il dit direct? Mais moi aussi, je monte parce qu'il poursuit à fond Naoya Inoue. Et pourtant, en fait, on va le revoir en cette fin d'année, Casimero, dans un combat super coq, justement, contre Ryo Akao, un japonais. C'est un combat qui se fait en Corée du Sud. Et là encore, il va se passer un truc, c'est-à-dire qu'au deuxième round, Casimero va le choper sur un coup un peu derrière la tête. Donc sur le coup, on va dire c'est un no contest. Puis finalement, on va dire non, mais c'est un KO net. Enfin, assez particulier là encore. Bon, voilà, un combat qui finit un petit peu en queue de poisson. Et puis Casimero, on ne le revoit plus de moment en fait, mais ce qui a été bien avec son précédent combat contre un japonais, c'est qu'il a signé avec Treasure Boxing Promotion, qui est une compagnie de promotion japonaise. Donc on se dit, peut-être que là, Inoue, ça se projette à nouveau. Alors il fait un combat aux Philippines l'année suivante contre un Namibien qui va battre, un combat plutôt pas mal, mais où là encore on s'est dit, est-ce qu'en fait Casimero, surtout qu'en fait entre-temps, il s'est un peu lancé sur YouTube aussi, on se demande est-ce que ça lui prend pas plus de temps, parce qu'on sent que c'est un boxeur qui reste dangereux, mais on a l'impression quand même, on se dit pour un Inoue, est-ce qu'on n'est pas un peu mince, un peu juste, voilà. Et en fait, là, pareil, on ne va pas le revoir de quasiment un an. Et c'est l'an dernier que, grâce à sa nouvelle compagnie de promotion, il va avoir un combat au Japon face à Yukinori Oguni, qui était un ancien champion de cette catégorie du monde, donc c'est pas rien. Et on s'est dit, en gros, si là, il le bat avec la façon, c'est bon. Derrière, on peut justifier que pour Naoya Inoue. Et là encore, combat un peu en queue de poisson, c'est-à-dire qu'il domine bien le début, Oguni revient bien, puis au quatrième, Casimero le chope avec un gros coup, il le met dans le dur.
Et l'arbitre intervient parce qu'Oguni saigne. Et en fait, apparemment, on a dit que c'est un peu sur un choc de tête que ça s'est fait. Alors, c'est pas très clair sur les images parce qu'on voit comment il y a un choc de tête, mais on ne sait pas si la coupure vient vraiment de là. Donc, ça se termine en fait sur un no contest. Donc là encore, raté quoi. Tu vois, c'est l'occasion de briller est passée. Et en fait, pourtant, malgré tout, je me souviens que l'an dernier, quand Inoue a réunifié la catégorie des Supercoques, son manager, Hideyuki Washi, avait dit l'an prochain, on voudrait faire Luis Neri, ce qui se fera, et John Ren Casimiro. Et par contre, Casimiro, on n'en a plus entendu parler. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est un peu sorti de ce spectre-là d'Inoue. Et là, récemment, il avait une autre chance, c'était à Yokohama, au Japon. Il affrontait Saul Sanchez pour un combat, sauf qu'en fait, il a raté la pesée. Alors, il s'est imposé par KO en 2 rounds, du coup, mais étant donné qu'il n'était pas au poids, bon, de toute façon, ça n'a pas. Et apparemment, du coup, le Japon, pour cette pesée ratée, a décidé en fait, de lui retirer sa licence au Japon. D'accord. Donc, du coup, assez radical. Et bon, apparemment, ça se passe assez mal avec son promoteur japonais. Donc, le combat contre Inoue, on va dire que là, ça devient assez compliqué. Alors, évidemment, lui, ça lui fait un narratif à Casimiro, c'est-à-dire qu'il peut dire, depuis des années, il dit non, mais regardez, Inoue a peur de moi, ils font tout pour m'éviter. Mais c'est vrai que bon, il y a des choix que lui aussi a fait où il n'a pas été sérieux. Il y a des fois où, quand même, il faut dire, il a été poisseux comme ne s'est pas permis. Mais il a un parcours qui est assez atypique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il a 34-35 ans. On a vu une diminution. Et en fait, on se dit, même si ça arrivait, Inoue, est-ce que maintenant le train n'est pas passé en fait Je pense qu'il est passé depuis un moment même. C'est ça quoi. Parce que après, c'est quand même une belle leçon de vie, on va dire. Un mec qui arrive tout ça. Alors il y a des trucs qui sont un peu de sa faute, un peu pas trop de sa faute. Le sort s'est acharné. Et il est toujours dans le circuit malgré tout. Il est toujours dans le circuit. C'est quand même, au bout d'un moment, je pense qu'il y en a certains qui seraient dit, bon écoutez, vous voulez pas de moi, j'ai compris, je vais faire des vidéos sur YouTube avec Vincent, et puis laissez-moi tranquille avec la boxe, et puis je me débrouillerai comme ça. Parce que c'est quand même impressionnant d'avoir tous ces coups du sort qui lui tombent dessus. Et alors récemment, j'ai vu qu'il a fait une vidéo chez Yoko Guchiken, qui est une ancienne légende de la boxe japonaise, qui est une chaîne YouTube qui cartonne apparemment au Japon, et il a fait venir justement Casimiro. Alors est-ce que de fil en aiguille, on pourrait espérer que, mais c'est vrai que moi je vois que le clan Inoue en fait n'évoque même plus ce combat. Et c'est vrai que bon, vu il y a un antagonisme qui s'est créé entre les deux, où forcément, Casimiro, il provoque sans cesse sur les réseaux sociaux Inoue. Moi, je me suis toujours dit que ça pourrait être un combat vendeur parce qu'il est super populaire aux Philippines. Casimiro, tu vois, ça reste dans la péninsule asiatique et tout. Mais c'est vrai que là, maintenant, on se demande si le train il va se passer pour lui. C'est ça. Historiquement, ça serait peut-être beau de rajouter, de mettre ce point final à l'histoire de Casimiro. Après, est-ce que sportivement, ça aurait un grand intérêt vu tous les combats et toute l'histoire justement de Casimiro, on se dit, est-ce que ce combat il a un vrai intérêt sportif? C'est compliqué. C'est ça. Alors après, c'est vrai que moi, je ne vais pas mentir, même Casimiro Prime, j'ai toujours eu du mal à me dire il battra Inoue. Par contre, je me suis toujours dit, lui donner un combat, il reste dangereux. Il y a le facteur punch quand même qui est là. Et je veux dire, il a vraiment des enclumes dans les mains, Casimiro. Il est assez vif, il peut être imprévisible. Donc pourquoi pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça se complique quand même pas mal. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais très très belle histoire. Ceci dit, belle histoire. Plein de rebondissements, pas facile à vivre. C'est étonnant qu'il ne soit pas tombé dans des travers un peu plus sombres que ça. Mais très très bonne histoire. Et du coup, aujourd'hui, Casimiro, donc on a dit, il y a des combats d'annoncer, non, même pas. Là, il a combattu, c'était récemment, et pour l'instant, on ne sait pas trop ce qui va se passer. On ne sait pas. Mais c'est vrai que je pense qu'en fait, le problème, c'est que ce qui risque de lui prendre à terme, c'est qu'il va reprendre un combat un petit peu pour se remettre en jambe, et peut-être que cette fois-ci, il va tomber sur un os, il va perdre. C'est l'histoire de sa vie, ça. Ça serait un peu l'histoire de sa vie. Toujours à l'avant-dernière marche. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu son histoire. Voilà, donc c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo sur lui, parce que c'est un gars qui est présenté un petit peu comme un bad boy et tout, ce qu'il est un peu, on ne va pas se mentir, mais je trouve quand même que son histoire force un petit peu l'admiration parce qu'il est vraiment passé par des chemins pas faciles et c'est vraiment le boxeur, un petit peu l'image qu'on se fait du boxeur qui vient des Philippines ou tout ça, qui n'a pas une route tracée avec des promoteurs qui pour le coup, elle n'était pas tout au droit de sa route. Non, pas du tout. C'est clair. En tout cas, merci Vincent pour cette superbe histoire. On espère que ça vous aura plu, que vous aurez tout compris, tout suivi. Et puis on se dit à très bientôt. N'oubliez pas, on like, on commente, on partage tout ça. Et nous on se dit à très bientôt. À bientôt. Salut à tous. Ciao.